un rêve vieux de 13 ans, parce qu'il est né sur un lit d'hôpital en fait. À l'hôpital, tu as 4 murs blancs autour de toi, donc dans mon cerveau là, imaginez que le blanc, c'était les étendues de neige. C'est à partir de ce moment-là qu'est née cette obsession d'aller un jour voir une région glacée, polaire. C'est toujours resté enfui en moi. La traversée. À la mémoire de Jean Nerva. Ils en ont rêvé, ils l'ont fait. Randonnée en Sibérie en plein hiver sur le lac Baïkal et dans les montagnes alentours. Les membres de l'expédition sont aveugles, malvoyants ou atteints de surdité. Cette aventure en autonomie complète et par moins 20 degrés, ils vont la partager durant 10 jours avec un binôme voyant. Objectif de l'aventure, montrer que l'on peut voir autrement et que même porteur d'un handicap, il est possible de se lancer dans les projets les plus audacieux. Après plusieurs sessions d'entraînement dans le massif des Vosges avec tous les participants, Gérard, 69 ans, non-voyant, et Nicolas, 32 ans, malvoyant, sont en route pour l'aéroport. Demain, tu vas être congelé, je te dis, congelé. Pour eux, l'expédition est un véritable défi. Si on arrive à travers ce périple, l'équipe de bras cassés, on arrive à faire envie. Gérard Müller. Et ben là, c'est jackpot. Ah oui. Et surtout, garde en tête que c'est un moment exceptionnel, même si c'est difficile par moment, et que c'est l'occasion pour toi de distiller un formidable message. T'es aveugle, c'est vrai, c'est dur, hein, on va pas raconter de conneries. Mais par contre, malgré cette difficulté, tu peux vivre une belle vie. Mesdames et messieurs, on est désormais prêts pour commencer notre vol à destination de Moscou. Alice, 25 ans, est atteinte du syndrome d'Usher, une maladie rare qui lui fait perdre progressivement la vue et l'audition. Alice la Pujade. Cette expédition, ça a été l'occasion pour moi de parler à mes proches de mon handicap. Beaucoup n'étaient pas au courant jusqu'à présent. J'ai encore du mal à accepter en fait ce handicap. Et là, ça m'a permis de leur en parler de façon positive, de leur dire voilà, je vois pas bien, j'entends pas bien, mais je vais partir en Sibérie avec du monde, ça va être génial. C'est un projet vraiment fou. Allez, au revoir, un bon voyage. Hein. Salut, hein. Salut. À l'année prochaine, vous adorez cette partie. Pour rallier Irkoutsk, capitale de la Sibérie occidentale, il faut compter 8 heures de vol depuis Paris. Arrivés sur place, les membres de l'expédition ne tardent pas à découvrir le lac, recouvert d'une brume épaisse. Et le lac est à notre droite, là. Ouais. Et cette brume est vraiment au ras du sol, alors. Ouais. Le soir, au restaurant, les organisateurs examinent les derniers détails des trajets pour la semaine de randonnée. Mardi, on va au deuxième camp. Mercredi, on redort. Wednesday, Pascal est guide de haute montagne, tout comme Pierre, le fils de Gérard Müller, qui est également médecin. Olivier Weber, écrivain, est le parrain de l'expédition. Avec Evgeny, l'accompagnateur russe, les 3 hommes évaluent les difficultés des parcours prévus en montagne. C'est quoi, c'est une route? Non, c'est un passage plutôt étroit. Mais il est difficile parce que si on tombe sur le côté, on s'enfonce beaucoup. Oui, au moins 1 mètre. S'il vous plaît. Donc demain, on va skier sur le lac Baïkal et on reviendra demain soir ici au camp. When we move, you need to move in near distance, maximum 50 meters. Voilà. Il faut rester rapprochés les uns des autres, il ne faut pas se perdre de vue parce que quand le brouillard se lève, on peut très vite se perdre sur le lac. La notion de se perdre de vue dans... La notion de perdre de vue, being blind here, they know what it is about. Le lendemain matin, sous un soleil resplendissant, l'équipe peut enfin se lancer à l'assaut du lac. Ah, ça y est, on est dessus. C'est fantastique. Complètement dingue.
Là, c'est le lac. Avant de partir, Nicolas propose à Christian, l'un des binômes, de porter une paire de lunettes opaques percées d'un petit trou. Alors fais voir tes lunettes là. En fait, ça représente ton champ de vision. C'est ce qui reste sur l'œil gauche, ouais. Pour corser l'exercice, Gérard le fait tourner sur lui-même. Je viens de manger Gérard, hein. Ne me fais pas, Hop là, jetzt maintenant tu y vas. Christian Homer. C'est pas rassurant parce que tu sais plus ce qui se passe des côtés. Ça demande un exercice mental complémentaire que nous on fait pas. C'est de toujours garder en mémoire la position des personnes que j'ai vues juste avant. Alors que moi, en tant que personne voyante, il suffit que je fasse un 180 et puis je vois. Si l'immense majorité des personnes déficientes visuelles ne sortent pas de chez elles, d'autres n'hésitent pas à franchir le pas. C'est le cas de Stéphane, 42 ans, qui a beaucoup voyagé de par le monde, malgré la rétinite pigmentaire qui lui fait perdre progressivement la vue depuis l'âge de 16 ans. Pour moi, monter sur le lac Baïkal, j'ai eu la même impression que quand j'ai passé le détroit de Magellan pour la première fois ou quand j'ai vu l'Everest pour la première fois. Voilà, c'est des endroits mythiques de la planète pour le voyageur. Je me suis dit, et je me le dis toujours aujourd'hui, c'est important de voir le monde puisqu'on t'a promis la cécité, donc va découvrir la planète, profite du spectacle de la planète. C'est une formidable expérience pour nous tous, c'est aussi une aventure humaine. Si ça ouvre l'esprit, si ça ouvre les yeux à certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de voyager, pour que ces personnes-là aussi rencontrent des gens d'autres couleurs, d'autres ethnies, pour moi c'est très important. J'espère que les gens qui sont un peu dans l'isolement chez eux, qui sortent pas, vont se dire c'est pas mal ce qu'ils font ces gens et puis moi je vais y aller l'été prochain, je vais me bouger, alors je vais peut-être pas forcément aller au lac Baïkal mais simplement faire une randonnée dans les Alpes ou aller dans les montagnes de Corse où simplement on prend du plaisir. On va devoir traverser cette crevasse là qui a regelé, mais la pellicule de regel elle est assez fine. Ce sera suffisant pour qu'on puisse traverser, mais on va traverser un par un. Avec les skis c'est bien, on a beaucoup de surface donc il n'y aura pas de problème. Nicolas Linder. À un moment, la glace avait cassé sur le lac, et donc on a passé une demi-heure environ à rechercher un endroit où on pouvait malgré tout passer. Et on devait passer les uns après les autres. Pour les personnes qui n'avaient pas tellement de confiance dans leur sens de l'équilibre, c'était un petit moment d'adrénaline. Lâche la ceinture, Nico, de ton sac. Non, ne l'attache pas. Si tu tombes à l'eau, tu dois pouvoir l'enlever très vite. Ah, ok. Tu l'attacheras après. Ouais, Juste les genoux au départ, là, pour la petite bosse du départ, là. ça descend là. Ouais, avance encore un peu. Plie les genoux. C'est ça? Ouais, là. Ok, maintenant tu peux y aller, c'est plat, là. Vas-y. Faster, more faster. Nice. Gérard Müller. La première impression, et elle est vraiment très forte, c'est cette sensation de liberté. Toi, tu peux t'avancer, tu avances, aucun problème. Bon, de temps en temps, il y a une crevasse, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une liberté extraordinaire. D'ailleurs, on va se passer des guides, de Pascal et de Pierre. On va numériser un parcours et puis andiamo, on y va. Hein, Nico? Evgeny, guide. Au début, quand ils m'ont dit « on est aveugle et on veut faire un trek sur le lac en ski », je me suis dit « oh, c'est difficile, c'est même probablement impossible ». Mais maintenant, je pense que ce sont des personnes comme les autres. Et ils ont une très grande force intérieure. Je pense que c'est la meilleure équipe.
Mais déjà, la première journée s'achève et il est temps de prendre le chemin du retour. Sur la rive, les membres de l'expédition sont accueillis par un groupe de travailleurs arméniens et fêtent chaleureusement leur baptême sibérien. Comment on dit déjà santé? Yves, 34 ans, malvoyant, est au centre de toutes les attentions. Nos amis russes rencontrent un Africain qui se retrouve au lac Baïkal en train de marcher. Pour eux, c'est incroyable. Ouais. Ils n'ont jamais vu ça. C'est sûr que ça court pas les Africains sur le Baïkal. Yves est aussi le président de l'association strasbourgeoise Vue d'ensemble, à l'origine de cette épopée fantastique, et qui s'est fixé pour objectif de lutter contre l'exclusion et la sédentarisation des déficients visuels. Yves Vancy. Le Baïkal, c'est quand même une consécration de tous les projets de marche, de montagne et autres qu'on a pu mettre en place, quoi. Beaucoup de personnes en situation de handicap ne croient plus au rêve. C'est beaucoup d'espoir, pour dire que beaucoup de choses sont possibles quand on y croit. Ce matin, le groupe s'attaque à la seconde phase de l'expédition. L'ascension des monts Kamar d'Aban et la découverte de la forêt sibérienne. L'immensité déserte d'une nature presque vierge. Devant nous, c'est une espèce de route, Pierre. Ouais, c'est un chemin forestier. Un chemin là. Des membres du groupe, Gérard est un peu le père spirituel. Depuis des années, il multiplie les défis sportifs les plus fous à travers la planète pour récolter des fonds en faveur de la recherche et sensibiliser le public au handicap visuel. Gérard. On me pose souvent comme question pourquoi tu voyages, tu vois pas. Mais je veux dire, un aveugle voit et souvent dit tu as vu. Et donc la personne est gênée. Mais j'ai dit t'as pas à être gêné. De toute façon, évidemment, j'ai vu quelque chose qui est différent. Peut-être de ce que tu as vu, mais je vois. C'est une belle clairière, moi j'aurais bien vu le refuge ici. Hein. C'est un bel endroit là. Hein. Ouais, carrément. Gérard est devenu aveugle à l'âge de 45 ans à la suite d'une rétinite pigmentaire. Pour lui et pour son fils Pierre, l'expédition a été l'occasion de se rapprocher et de se découvrir autrement. Pierre Müller. Il y a eu plusieurs étapes dans l'acceptation et dans l'évolution de sa maladie, quand il a dû arrêter de conduire, quand il a perdu son autonomie à vélo. Pour lui, ça a été un grand moment de détresse et on l'a senti triste et s'enfermer sur lui et très désabusé. Et ça, je devais avoir 15, 16, 17 ans à peu près. C'est vrai que pour un père, c'est important que tes enfants sois fier de toi, quoi. Ouais, bah oui, oui. Et là, j'avais pas ce sentiment, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que ça me... Arrête, c'est bon. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Ah ouais. Mais c'était la période la plus difficile et puis j'ai passé le cap. Mais je sais ce que vivent les jeunes. Ouais, bah oui. Enfin, t'es un bel exemple pour les jeunes, quoi. Je sais pas. Si. Bah si, tu lui donnes l'image d'un vieux bien dans ses ponts. Un vieux. Bah oui, t'es un vieux. Mais non, je suis pas vieux. Mais si, t'es vieux, mais t'es un vieux qui donne envie de vieillir, voilà. Donc c'est bien. Avant le départ, certains membres de l'expédition n'avaient jamais mis les pieds sur des skis. C'est le cas notamment de Nadia et de Nicolas. On pensait partir avec une grosse boule au ventre de savoir comment ça allait se passer et puis on était cool finalement. Oui, parce que c'était fondé aussi, parce que quand on skie très très mal, c'est pas des très bons moments. Hein. Puis la sensation de glisse, ne pas savoir où on atterrit, comment prendre une pente, ça permet peut-être de pas profiter du moment. Et on est toujours obligé de se préparer à tout. Et des fois d'ailleurs ça donne des situations assez drôles. On sent une descente qui arrive, on se met en position. Puis là, vraiment, avec les genoux qui descendent et tout. Et puis au final, c'est une pente de 30 cm. Nadia, elle est un peu plus loin. On ne sait jamais, il y a la fusée qui la descend. Ah non, il n'y a pas de risque. Voilà, attention, c'est parti. Mets-toi bien à l'attaque, bien à l'attaque. Hop, dommage. J'ai bien aimé la remarque que faisait Nicolas par rapport au fait que tant qu'à se mettre un combat, il préfère que ce soit un combat
où tu ressortes un petit peu glorieux, c'est-à-dire affronter la tempête en Sibérie, que de se casser la gueule dans les escaliers à Strasbourg. Je vais la ressortir. À table, s'il vous plaît. À table. À l'heure de la pause déjeuner, les équipiers se réchauffent autour d'un feu de bois. Au menu, une soupe de pommes de terre et de l'eau moule, un poisson qui n'existe que dans le lac Baïkal. Regarde, c'est chaud. Hein. C'est pas génial, ça. En pleine Cambrousse. Manger un plat de restaurant. Ça c'est à moi, ça? Ouais. Moi, mon poisson, il a dû se noyer. Alice. Là, on voit qu'entre nous, on rigole beaucoup sur le fait qu'on est bigleux, qu'on est sourd. Mais bien sûr, des fois, c'est pas drôle du tout. Hein. Des fois, j'en pleure aussi beaucoup. Pour moi, l'objectif, c'est de passer à en rire 90% du temps et en pleurer peut-être 10% du temps. Hein. Donc à accepter le plus possible, même si ça sera jamais pour moi une totale acceptation, je pense. Dans la mesure où c'est quand même une maladie qui évolue, en plus, on est toujours un peu dans la perte. On se dit toujours, aujourd'hui, je vois moins bien qu'hier, mais je vois mieux que demain. Et ça, c'est difficile d'accepter quand même, ça. Et d'ailleurs, Nadia me disait que maintenant que j'ai pratiquement tout perdu, même si elle a pas tout perdu, bah, c'est pratiquement plus facile d'accepter parce qu'il n'y a plus grand chose à perdre en fait. Hein. Là, c'est une façon de voir les choses que je trouvais assez rassurante. Nadia, 36 ans, malvoyante, a découvert récemment qu'elle était atteinte d'une rétinite pigmentaire. Nadia boit midi. Il y a eu un moment quand j'ai vraiment compris que, je sais pas, d'ailleurs j'ai rien compris encore, c'est-à-dire que je sais pas ce qui va se passer, mais je me suis dit, ma vie, à moi, elle va être très bien. Il n'y aura rien à envier aux autres. Voilà, je me suis dit ça. Je me suis dit qu'il était hors de question que, enfin on n'a pas une vie en solde quoi. Faire du Baïkal, c'est dire, je vais me servir de ça comme occasion justement. Pour rencontrer des gens, pour rigoler, pour faire des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire. On n'a pas le choix, il faut faire une transaction, quoi. C'est-à-dire que dire, ok les gars, je vous cède ça, mais en contrepartie, il va falloir rembourser, quoi. Après plusieurs heures de marche, les membres de l'expédition arrivent au refuge des chasseurs, où ils font halte. Jean Nerva. Ce qui est intéressant dans ce défi Baïkal, c'est pas le défi physique de ce qu'on fait et tout, c'est qui le fait et dans quelles conditions, quoi. On a bien évidemment des problèmes physiques, mais ces handicaps induisent forcément des souffrances, des problèmes psychologiques, des problèmes d'insertion sociale, et puis je dirais même à la limite qu'un handicap débouche sur quasiment une crise existentialiste, quoi. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec ce handicap ? Enfin, vous me dites, hein, peut-être que je me pose trop de questions, mais... Et c'est ça qui est intéressant pour moi d'expérience de partager. C'est pas de glisser en ski avec des handicapés, hein. Enfin, c'est sûr. On savait que tu les aimais pas. Non, mais le défi, il est là. Double champion du monde de snowboard, Jean a perdu une grande partie de la vision en raison d'un cancer de l'œil diagnostiqué en 2010. En 6 mois, sa vie a basculé. Accepter la perte a été un moyen pour lui de sortir de la dépression. Quasiment du jour au lendemain, je me suis dit, plutôt que de pleurer sur ce que tu as perdu, tu regardes ce que tu peux faire avec ce que tu as. Et tu te dis, ben, je peux encore faire pas mal de choses. C'est super, c'est très très beau l'endroit là. Ah bon? Ouais. Ça semble super évident, comme ça, mais ça demande du temps à faire le deuil et à zapper, quoi. Et puis le but du jeu, du handicap ou de la maladie, c'est d'en faire quelque chose, quoi. Tu l'acceptes comme ton chemin de vie. Et puis, tu fais ton max, quoi, pour essayer d'en faire quelque chose. Moi, je fais mon max. Dans cette aventure sibérienne, le binôme joue un rôle primordial, dans le guidage notamment, le plus souvent vocal. Yves. Le binôme, c'est surtout important parce que ça me permet de repérer les obstacles quand je suis dans un environnement que je connais pas. Sans un binôme, ce serait très compliqué
On est plus à l'aise parce qu'on marche avec une sécurité. Si quelque chose nous arrive, on sait qu'on peut s'en prendre dans notre binôme. Stéphane Brunner. Un binôme, c'est une responsabilité déjà, parce qu'il faut veiller sur l'autre sans être trop envahissant non plus, parce qu'ils ont chacun leur personnalité, leur autonomie. Ils savent très bien se débrouiller par ailleurs, donc c'est un fin dosage pour faire une bonne équipe. La relation qu'on met en place au sein du binôme, c'est très émouvant. Quand on a vu hier soir Nicolas qui a fondu en larmes parce qu'il avait atteint quelque part son but, d'arriver tout en haut de ce sommet, tous en groupe, ce projet qui porte depuis 3 ans, c'est clair que c'est humainement c'est très fort. Un petit virage à gauche, Alice. Dans le groupe, il y a aussi Françoise et son mari Daniel, atteint de surdité. Tous deux ont fondé à Chambéry l'association Les Montagnes du Silence. Avec les déficients visuels, les échanges se sont révélés d'une grande richesse. Daniel Buffard-Moret. L'avantage d'un projet comme ça, c'est qu'on n'est pas autour d'une table à discuter. Ouais, c'est vrai. On fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est le plus gros moteur. Voilà. Et du coup, on transpire tous ensemble. On a peur tous ensemble. Donc du coup, on est tous dans la même galère. Et un point, c'est tout. Et ça, l'handicap, il passe au second plan. L'aventure, déjà, touche à sa fin. Et pour l'achever en beauté, le groupe s'offre une dernière incursion sur le lac Baïkal. Cette fois, les randonneurs y passeront la nuit. Sous la lumière dorée d'un soleil à son crépuscule, les tentes sont dressées dans le silence et la blancheur immaculée d'un champ de glace brisé. Gérard. Il est évident que cette expédition m'a transformé et m'a beaucoup amené. Elle m'a aussi beaucoup ému à travers le récit du vécu des jeunes. Et c'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup de choses. La nuit tombée, dans l'intimité du cercle, les aventuriers vivent l'instant présent, intensément. Alice, elle a dit quelque chose l'autre soir qui m'a beaucoup touché. Moi, je disais que quand je voyais Gérard et Françoise ensemble, s'aider en fait tous les deux, ça me touchait vraiment et que c'est quelque chose que j'ai envie de dire au plus de monde possible en fait, que c'est possible de s'entraider entre une personne qui est sourde et une personne qui est aveugle. Voilà. Merci. Pas si bas. Bravo. Maintenant, Stéphane qui nous a pas dit toujours. Quand on a vécu une expérience comme celle-ci, on a envie de continuer à montrer aux autres qu'on est capable de faire plein de choses. Personnellement, moi, j'ai envie de continuer à parler de mon handicap, continuer à prendre confiance en moi, parce que je pense que cette expédition m'a permis de gagner confiance en moi. Les personnes qui étaient là se sont pris déjà elles-mêmes une belle leçon de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle peut frapper durement, de façon irréversible, et prendre quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de donner. Et la leçon de vie, c'est comment est-ce que justement tu continues à vivre, à faire des projets fous, à faire des projets simples, à continuer de te dire que tout est possible avec cette chose en moins. Pour moi, le Baïkal, c'est quelque chose vraiment qui marquera ma vie. C'était un rêve tellement ancien que finalement, sa réalisation, ça m'a prouvé que on peut vraiment réaliser des très belles choses avec la volonté. Si on arrive à faire avec cette différence, on change complètement de statut. Et je vais le dire sans retenue, je vais le dire tel que je le pense vraiment. On passe du statut de moins que rien au statut un peu, disons-le,
de héros. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/France avec un tiret 5 / à vous de voir avec des tirets /. Auteur-réalisateur Olivier Weber. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.